Bonjour à tous et bienvenue dans Rétrospectra, l'émission qui fait la rétrospective des événements e-sport, geek et pop culture de la scène locale et internationale. Au programme aujourd'hui, nous irons découvrir une exposition à la Maison d'Ailleurs d'Yverdon-les-Bains. On y parle comic books mais en couvrant une thématique très intéressante, la censure et la propagande à travers ce média. Puis nous vous proposons d'explorer un escape room bien valaisan, Sion Escape. Il a su nous fournir une expérience intéressante et magique dans une thématique très science-fiction. On reste dans l'univers geek qui nous est cher. Mais pour lancer l'émission, je passe la parole sans plus tarder à Maxime qui nous présente sa première jam session pour nous parler un peu du monde des comic books, multiverse et cinéma avec la sortie du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Bienvenue dans cette première jam session. Je m'appelle Maxime Jacquet et je serai votre hôte pour ce nouveau segment où nous parlerons de cinéma et d'écriture. Aujourd'hui, le segment portera sur le multivers, nous allons parler de son histoire et de sa signification à travers Doctor Strange, personnage de Marvel Comics créé en 1963 par Stan Lee et Steve Ditko. Enfin, je ferai une petite critique du film Doctor Strange and the Multiverse of Madness sans spoil. Le multiverse est un espace fictif qui regroupe différentes versions d'un univers narratif. En pratique, cela veut dire qu'il existe une quantité infinie de versions d'un même personnage. Chacun de ces personnages évolue dans un univers qui lui est propre. Par exemple, vous avez faim, et vous avez le choix entre du riz ou des pâtes. Vous décidez de manger des pâtes, et bien il existe une version de vous qui aura pris la décision de manger du riz. Ainsi, à chaque décision et à chaque action, un univers apparaît afin d'explorer ses possibilités. Pour l'histoire, le multivers est apparu en 1962 chez Marvel. Mais c'est une histoire compliquée. Les univers sont définis par le numéro de la Terre qui leur correspond, ainsi la Terre principale est la 616, mais il existe un nombre infini de terres et d'histoires. Pour un nouveau lecteur, cela devient rapidement compliqué et dense. Par exemple, Marvel crée en 2000 un univers appelé Ultimate, censé concurrencer l'univers original 616 de bande dessinée. Cependant, vers 2009, ce nouvel univers plaît moins, vend moins aussi. Mais il continue de l'utiliser jusqu'en 2015. Jonathan Hickman écrit alors l'événement Secret Wars qui traite des incursions. Une incursion a lieu lorsque deux univers entrent en collision et disparaissent du multivers. Dans cette histoire, les personnages centraux sont alors les Illuminati, dont les membres sont les plus influents de la Terre, et ils cherchent une solution. Ils sont d'ailleurs utilisés pour le marketing du dernier film. Ainsi, avec Secret Wars, Marvel supprime l'univers Ultimate, mais conserve les personnages et les idées appréciées, et les met dans l'univers principal 616. Et dans ces explorations de différents mondes, Doctor Strange joue un rôle fondamental. Mais donc c'est qui, Doctor Strange ? Pour vous expliquer, il faut d'abord comprendre quelle est la ligne directrice d'écriture chez Marvel. Le héros est souvent la cause du problème, mais aussi régulièrement la solution à ce même problème. Les héros se comportent souvent en dieu, prenant des décisions au-delà de leurs capacités. Dr Stephen Strange est le sorcier suprême, maître des arts mystiques, anciennement un chirurgien de renom qui a perdu l'usage de ses mains. Et avec Doctor Strange, comme son nom l'indique, c'est beaucoup de choses bizarres. Tellement bizarres que dans les années 60, les lecteurs pensaient que les écrivains ne pouvaient écrire ces histoires qu'en consommant des substances hallucinogènes. Il est resté docteur dans l'âme, soigner mais ne pas faire de mal. Il n'est juste plus chirurgien dans le réel, mais vous pouvez toujours l'engager ou le contacter pour régler vos problèmes mystiques. Il devient en quelque sorte le Sherlock Holmes du surnaturel. Pour vous illustrer l'étrangeté du personnage, il faut juste savoir que son frigo ne sert pas à stocker des aliments, il est hors service, enfin c'est ce qu'il fait croire. Il s'agit d'un portail vers une autre dimension d'où des créatures dangereuses essayent de s'échapper, et parfois il cause des tempêtes chez lui comme dans le dernier Spider-Man par exemple. Doctor Strange est écrit avec trois aspects distincts qui servent de base à son personnage. 1. La magie comme manifestation de l'imaginaire et du bizarre dans le monde réel. 2. Son arrogance. Meilleur chirurgien puis meilleur magicien, il possède un melon en adéquation avec ses qualités. Enfin, le prix à payer. Les conséquences de la magie et ou de son arrogance. Le tout se repose sur une base importante. Il est docteur, cherche à servir le bien et à sauver des vies. Il explore le surnaturel, des dimensions, différents univers, et cela crée des versions assez sympathiques. Doctor Strange en dieu scandinave, il devient le Punisher, un mercenaire sanglant en quête de vengeance, et enfin plus récemment il y a Strange Suprême dans le dessin animé What If, épisode 4, qui se trouve sur Disney+. Si vous avez 20 minutes, je vous le recommande. Et si le personnage ou l'univers vous intéresse, je vous suggère de lire Doctor Strange, le crépuscule de la magie, écrit par Jason Aaron. C'est finement écrit, drôle, mais surtout extrêmement étrange et bizarre. Ici, le surnaturel et l'absurde sont rois. Enfin, Doctor Strange, sorcier de la galaxie, écrit par Mark Waid.
Il parcourt l'espace en quête de nouvelles magies, c'est très divertissant et ça immortalise très bien son caractère. Passons au film. Doctor Strange and the Multiverse of Madness est une suite directe à Loki, WandaVision, le premier Doctor Strange, Infinity War et Avengers Endgame. Il est donc difficile de le recommander à un spectateur qui n'est pas à jour avec cette franchise. Mais il reste divertissant avec un catalogue très vaste de pouvoirs et de situations explorées. Le tout avec un rythme soutenu qui ne fait que de très rares pauses, servant surtout à l'exploration des personnages. Je le recommande à tous les passionnés de comics, d'écriture et de profondeur thématique. Passons maintenant à la caractérisation et l'exploration du personnage. Les 3 aspects fondamentaux du personnage que je vous ai mentionnés plus tôt sont tous traités avec beaucoup de profondeur. 1. La magie est abondante, variée et utilisée de façon créative. 2. Son arrogance est explorée à travers plusieurs versions de son personnage dans différents univers. Il y a même une scène extrêmement importante où un personnage secondaire s'assied à côté de lui dans une église pour en parler. C'est un résumé en dialogue du dilemme du film. Et la ligne directrice de chez Marvel demeure. Que se passe-t-il si une personne qui croit avoir réponse à tout a la possibilité de transformer ses désirs et ses réflexions en réalité? Et finalement, le prix à payer pour la magie et pour son arrogance est très important et très personnel. Du point de vue de la réalisation et de la technique, Sam Raimi amène toute son expérience de réalisateur de films d'horreur. La présentation est très stylisée, que cela soit au niveau des couleurs contrastées ou de l'utilisation réfléchie de la caméra. Elle bouge en permanence et ne laisse ni à l'audience ni au personnage le temps de se poser. Enfin, la musique de Danny Elfman, respectueuse du précédent opus, vient très bien compléter ce film. Si vous prenez le temps d'explorer activement ce film, en vous appuyant sur les différents mondes pour comprendre le travail du personnage et des thématiques, vous risquez d'en sortir surpris. Alors bonjour, on se trouve à la Maison d'Ailleurs avec Marc Atala et premièrement, est-ce que tu pourrais faire une courte introduction de l'endroit et de toi? La Maison d'Ailleurs, c'est un musée qui existe depuis 1976, okay. Donc assez longtemps finalement, qui est dédié à la culture populaire au sens large, même si nos champs de prédilection c'est plutôt la science-fiction, les utopies anciennes, mais on s'est pas mal ouvert depuis quelques années à pouvoir traiter passablement de phénomènes qui vont effectivement des super-héros aux robots en passant par la censure, ou l'art, disons les pratiques artistiques contemporaines. Quand on parle de comic book, on pense forcément aux États-Unis. Il y a Marvel et DC Comics, mais il y avait justement une entité qui s'occupait de ce qui était la ceinture, c'était la CCA, la Comics Code Authority. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur son origine, sur comment elle est venue et quel était son rôle? Oui, alors c'est une des choses qu'on développe dans l'expo, puisque évidemment, vu que l'expo parle de la question de la censure, mais en fait, il s'avère qu'il y a eu de la censure dans la bande dessinée avant l'autorité du Comics Code, qui arrive en 54 à peu près, donc relativement tardivement, alors que pendant la Deuxième Guerre mondiale, on censure déjà, et il n'y a pas encore l'autorité de censure. Bon, c'est assez... l'histoire du Comics Code est assez célèbre, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un code de censure, plutôt un comité de censure qui se forme dans les années 50, suite à la publication d'un livre qui s'appelle Seduction of the Innocent, donc la séduction des plus jeunes, mais séduction au sens de perturber leur esprit, qui est fait par un psychiatre américain qui s'appelle Frederick Wertham. Et il étudie passablement de jeunes et il se rend compte que la plupart des délinquants ou des criminels lisent du comic book. Alors évidemment, ce qui est un peu fake dans son histoire, c'est que tous les jeunes lisent des comic books. Mais évidemment, et donc de facto, ceux qui sont criminels aussi. Et en plein McCarthyisme, donc en plein dans ce côté anticommuniste des années 50, paranoïa sociale, et inspiré du Code Hays du cinéma qui censurait aussi les films, il va dire bon, il faut qu'on fasse un truc avec ces BD parce qu'elles sont dangereuses. Elles vont soit conduire à la criminalité chez les jeunes, soit même parfois à des comportements qui pourraient être répréhensibles en termes de morale sexuelle, en termes de morale publique, etc. Et il s'avère que les éditeurs, face à cette publication qui est déposée au Sénat américain, sentent évidemment que le marché va leur échapper, et donc ils décident, ce qui est un peu différent du Code Hays, de créer en fait un comité de censure interne. C'est-à-dire en fait les éditeurs disent avant qu'on publie nos livres, on va passer par ce comité qui va autoriser la publication ou non. Et si elle est autorisée, on va marquer avec un timbre-poste, c'est un timbre-poste sur les couvertures en haut à droite, pour indiquer aux parents en fait, ne vous inquiétez pas, vos enfants ne risquent pas d'être pervertis en lisant cette bande dessinée parce qu'elle est passée à travers le Comics Code. Typiquement, pour faire un lien avec la culture actuelle et les films qui sortent, par exemple Marvel, il y a le prochain Doctor Strange qui est sorti il y a quelques jours. Et donc justement, est-ce que selon toi, toutes ces réclamations et toutes ces réclamations de pays comme par exemple l'Arabie Saoudite ou la Chine qui demandent à ce que certaines parties des films soient complètement retirées, par exemple le personnage d'America Chavez dans le prochain Doctor Strange, ou alors tout simplement la statue de la liberté pour les Chinois dans le dernier Spider-Man,
Est-ce que tu penses que justement ces réclamations et ces demandes se rapprochent un petit peu de cette idée de censure comme on pouvait avoir à l'époque, sauf que cette fois-ci c'est un petit peu plus global parce que c'est tous les pays du monde qui commencent à avoir leur propre définition de ce qui est valable ou ce qui n'est pas valable? Bon, normal, c'est toujours difficile à dire, parce que normal par rapport à quel référentiel? C'est-à-dire par rapport à nous, ça paraît étrange, mais en même temps, disons, les cultures, elles absorbent ce qu'elles peuvent absorber. Et parce qu'elles ont des systèmes de valeurs qui sont assez normatifs et qui font qu'on dit ça on accepte et ça on n'accepte pas. Si on devait poser la question, je ne pourrais pas dire que c'est normal en soi, parce que de nouveau, voilà. Mais il y a de fortes chances que certains films soient censurés en Europe, par exemple, suivant ce qui est représenté. Ouais. Et donc en fait, l'idée de pouvoir choisir ou non, par exemple, on sait que dans l'industrie américaine aujourd'hui, à Hollywood par exemple, on doit respecter des quotas hommes-femmes, des quotas d'ethnie aussi. Hein, ça se voit pas à l'écran parce que de fait quand on voit un film on va pas se dire ah tiens il y a combien d'Eurasiens, il y a combien d'Occidentaux, enfin on se dit pas ça, mais de fait on va avoir un panel relativement représentatif, hommes, femmes et puis différentes régions du monde. Donc on anticipe la possibilité qu'on puisse critiquer le fait que dans un film il y a par exemple un seul afro-américain qui se fait en général descendre, ce qui est le cas des films des années 70 par exemple, qui serait extrêmement choquant pour nous aujourd'hui. On ne dit pas qu'on appellerait à la censure, mais on trouverait ça quand même peut-être étrange. Voire on boycotterait le film. C'est un peu la même chose en Chine. C'est juste que ce n'est pas les mêmes valeurs. Ouais. C'est-à-dire qu'évidemment, un pays qui est en permanence en concurrence avec les États-Unis, sans compter les problématiques disons, politiques chinoises, va faire que les symboles trop américains vont être perçus comme une ingérence à l'idéologie chinoise. Et évidemment, la différence, c'est que les studios hollywoodiens le font parce qu'ils se destinent à un marché qui va consommer ces séries. Si on commence à avoir des films chinois qui débarquaient en Europe, qui étaient extrêmement valorisés et qui mettaient des symboles problématiques, type, je sais pas, qui mettrait en avant un certain nombre d'idéologies à l'inverse des nôtres, peut-être qu'on demanderait quand même la censure de certaines séquences, ou alors qu'on diffuserait pas les films. La meilleure censure qui soit, c'est quand vous diffusez pas les films, donc vous dites qu'on n'achète pas les droits, et donc le film n'est pas vu sur le territoire. Et du moment, c'est ce qui s'est passé avec le film Freaks, par exemple, dans les années 30, qui a été redécouvert plus tard, on l'occulte, et comme ça on le voit pas. Mais c'est la censure extrême, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, ça c'est même pas diffusé, en fait. Et donc, je pense que c'est pas normal, mais je pense que toutes les cultures, d'une manière ou d'une autre, le font à leur manière. Eh bien les amis, je suis accompagné aujourd'hui de Jonathan qui est le concepteur de la salle Le Secret de l'Empire électrique située à Sion Escape. Bonjour Jonathan. Salut. Dis-moi, donc tu as construit tout ça de toi-même. Comment t'es venue l'idée de te lancer là-dedans, la création d'Escape Room? Écoute, en sortant d'une escape justement, il y a ça de nombreuses années avec ma femme, on a aimé le concept, on a aimé l'idée de pouvoir transporter les gens dans une histoire et dans une aventure et de les faire voyager en soi, dans un jeu vidéo, mais en réel, on va dire. Et c'est vraiment ça qui nous a plu et on s'est dit que c'était une super idée justement de rajouter ce type de divertissement et de complémenter aussi, parce qu'on n'est pas les premiers à être ici en Valais, mais justement de se lancer aussi là-dedans et puis de pouvoir offrir du divertissement immersif ici en Valais. On parlait un petit peu en préparation d'interview du processus créatif. Comment tu arrives, on va dire, depuis quasiment rien, à monter toutes ces choses de A à Z, tout ce décor? Qu'est-ce que ça te prend? Ça te prend beaucoup de temps, beaucoup de... C'est un processus qui est extrêmement long parce que l'idée de base, tu peux pas avoir une idée entre guillemets qui pop en 60 secondes. Mais ensuite, de le mettre en œuvre, de réfléchir aux interactions, de réfléchir à la technologie qui va être derrière, c'est là où, entre guillemets, les problèmes commencent. C'est là où tu peux très bien passer 2 semaines à développer une idée de jeu et te rendre compte, après 2 semaines, que tu as fait fausse route sur tel point, et que de là, tu dois remanier le concept et reprendre une base de 30% et remanier le 70%. Ah oui, vraiment, donc tu peux partir d'une salle qui a un concept X et finir avec un concept Y presque. Exact, ouais. Ouais, incroyable, beaucoup d'adaptations, beaucoup de mécaniques, de techniques. Tu me disais, je crois que tes salles avaient une difficulté qui était modulable. Bien sûr, parce que on s'est rendu compte aussi avec le temps que
le public est très large. On peut très bien avoir une famille qui vienne passer un bon moment, avec les enfants qui doivent participer, qui doivent interagir aussi avec les jeux. Et on peut avoir un groupe d'amis qui sont un peu plus en mode compétitif, qui cherchent un peu plus la difficulté. Et justement, le fait de moduler nos jeux et de moduler nos aventures permet pour toutes les équipes que ce soit compétitif, mais sans être impossible, quel que soit justement le type d'équipe qu'on accueille, et puis quel que soit aussi le nombre de joueurs, parce qu'on est bien conscient qu'une équipe de 2 joueurs ne peut pas faire la même chose qu'une équipe de 6 ou de 8 même. Un vrai travail d'acrobate, du coup, tu te retrouves à jongler entre plusieurs casquettes et plusieurs... Exactement. Le but, c'est vraiment d'affiner les aventures, parce que l'environnement est juste pour l'équipe. Donc c'est quelque chose qui doit pas être sur mesure, ce n'est pas possible, mais qui doit vraiment s'adapter le plus possible pour faire en sorte que l'immersion soit là, et le plaisir surtout. Bah, bien sûr, l'important c'est le plaisir, hein, comme diraient certaines personnes. Tu as des petites anecdotes peut-être à nous raconter par rapport à la création de cet environnement? Exemple, le meuble que j'ai là, les manomètres que tu vois là, au début j'avais dans l'idée de les faire bouger pour donner des indications visuelles, et à force de tests, de prise de tête, je me suis heurté à des difficultés, ce qui fait qu'ils ont fini en mode décoratif. Les lumières que tu as dans le meuble, à la base, elles étaient tout autres. Mais au moment de les poser, tu les poses, tu regardes, tu dis ok, ça fait pas l'effet escompté. Tu dis ok, on va prendre une autre piste, on change, on reteste. On a testé des bandeaux LED avec des différentes intensités, des différentes couleurs aussi, parce qu'il y a le blanc froid, des blancs chauds, avec des intensités différentes. Il n'y avait rien qui me plaisait jusqu'au moment où en fait, on a popé avec cette idée-là de mettre ces micro-ampoules qu'on a derrière nous par exemple. Et de là, mine de rien, tu perds vite des heures, si pas des journées. Ça, c'est encore un problème qui était facile, mais voilà. Ou éventuellement trouver des petites prises comme on a ici, qui sont des anciennes prises où il n'y a pas la terre dessus. Dans notre cas, c'est pas un souci parce qu'elles ne sont pas connectées réellement au courant, donc ça c'est safe de ce côté-là. Mais je voulais vraiment trouver ce style vieille prise avec juste 2 pins. Rien que ça, tu peux passer une demi-journée à chercher le style que tu veux, et ensuite le fournisseur qui peut arriver à te les provide. En parlant de style, pour le coup, comment te vient aussi l'inspiration par rapport aux thématiques que tu abordes? Parce qu'il n'y a pas que le steampunk ou l'électricité, je sais que tu as d'autres thèmes dans tes salles. Bien sûr, on a un thème Alice au Pays des Merveilles, qui est complètement différent de celle-ci. On trouve une idée, on a de toute manière, de manière générale, plein d'idées, mais on trouve un thème d'abord, et puis ensuite on dit ok, si on part là-dedans, qu'est-ce qu'il nous faut autour, comment on va justement amener le joueur dans l'immersion et dans cette aventure, temporelle, ou dans cette aventure imaginaire. Tu te limites pas du tout, du coup, c'est assez fou, hein? Non, sky is the limit. Tu m'avais parlé aussi, je crois, de TerPK, si je dis pas de bêtises. Oui, alors TerPK, c'est un classement mondial qui recense beaucoup de salles du monde entier. Et on a eu la chance, en 2021, cette salle-ci a été justement sélectionnée dans le premier classement justement TerPK. Okay. On n'a pas fini dans le top 10, mais ça faisait déjà plaisir d'avoir ne fût-ce qu'été sélectionné. Tu te dis parmi le millier, centaines de milliers de salles qu'il y a dans le monde, tu te dis boum, la nôtre est affichée. C'est chouette, ça fait quand même, c'est une mini récompense, mais c'est chouette. Juste ici à Sion, du coup, on a une salle qui est référencée dans le top 800, je crois, tu m'avais dit. Exact, il y a 807 salles, je crois, qui ont été sélectionnées. En tout cas, Jonathan, je te remercie beaucoup de nous avoir invités à Sion Escape pour nous faire vivre cette expérience. Elle était vraiment magnifique. Nous, on s'est beaucoup amusés, et on espère que vous allez, pour le coup, venir très nombreux pour vivre de magnifiques aventures électrifiées à l'intérieur de cette salle. Écoute, c'était un plaisir.
Merci beaucoup. Eh bien, Rétrospectra, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Comme toujours, c'était un plaisir de vous accompagner dans cette petite plongée au sein de notre univers. N'hésitez pas à lâcher un pouce si vous regardez l'émission depuis YouTube et d'interagir avec nous via nos réseaux sociaux. Ils sont là pour ça. C'était le dernier épisode de la saison 1. Sachez que c'était un vrai plaisir pour nous de partager notre petite culture geek avec vous. Sur ce, toute l'équipe vous souhaite un excellent été et on espère vous revoir très nombreux pour la saison 2 de Rétrospectra.